Avec notre grand débat, on va justement s'arrêter sur la stratégie de l'exécutif face au rebond de l'épidémie. On l'a vu vendredi, Jean Castex choisit de responsabiliser les Français, il choisit de laisser les régions prendre des mesures sanitaires plus strictes. On le sait, c'est sa marque depuis son arrivée à Matignon, tout ne peut pas se décider depuis Paris, avait-il prévenu. Résultat, c'est localement que des mesures très fortes se prennent. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui à Bordeaux, à Marseille et en Guadeloupe. La question est maintenant de savoir si c'est une vraie stratégie réfléchie ou si c'est une manière pour l'État de se défausser, parce que certains le disent. On va ouvrir le débat avec nos invités après les explications de Marion Vigreux. En Guadeloupe, pas de temps à perdre. Au dire des médecins, c'est une deuxième vague qui se profile. Conséquence, les restrictions sont entrées en vigueur dès ce dimanche. Parmi elles, la fermeture des bars et restaurants à 22 h en semaine et minuit le week-end, mais aussi des piscines, des stades, gymnases et de certaines salles d'exposition. Des mesures strictes mais nécessaires pour la sénatrice Victoire Jasmin. La situation en Guadeloupe, elle est critique. Il y a un nombre de cas important. Il y a eu également des morts récemment. Il y a une saturation des différents services du CHU, notamment le service de la réanimation. Il faut quand même sensibiliser suffisamment pour que les personnes, à la limite, faire un électrochoc, pour que les personnes prennent la mesure des difficultés qui se présentent aujourd'hui. Autre territoire où l'épidémie s'emballe, la Nouvelle-Aquitaine et Bordeaux. Ce lundi, la préfète annonce que les rassemblements familiaux et festifs sont limités à 10 personnes. La jauge des grands rendez-vous passe de 5000 à 1000 personnes. L'offre de tests est renforcée et à Bordeaux, les journées du patrimoine sont annulées. Ce que l'ARS diagnostique dans l'augmentation du taux de contamination, ça porte sur une population jeune et donc c'est éminemment lié à un mode de vie et à des rencontres, des rassemblements, des fêtes, et c'est sur ça que les mesures sont ciblées. Quant au département des Bouches-du-Rhône, il figure aujourd'hui en tête des territoires où la situation évolue le plus défavorablement. Comme en Gironde, décision a donc été prise d'annuler les grandes manifestations culturelles à venir et d'interdire les soirées étudiantes, les sorties scolaires et les rassemblements de plus de 10 personnes sur les plages et dans les jardins publics. Et pour la première fois dans cette crise, les mesures annoncées ce lundi ont été prises conjointement entre élus nationaux, locaux et les ARS. Objectif, s'adapter au mieux aux réalités locales. Avec nous pour le grand débat d'ALPL ce soir, Romain Goupil, bienvenue. Vous êtes réalisateur et fervent soutien d'Emmanuel Macron depuis 2017, on peut le dire. Exactement. William Tay est aussi avec nous. Bienvenue. Bonjour. William, président du Millénaire, think tank de droite, on peut le dire aussi. Oui. Merci de m'autoriser à dire tout cela. Philippe Amouyel, bienvenue. Vous êtes avec nous à distance. Vous êtes professeur de santé publique au CHU de Lille, directeur de la Fondation Alzheimer. Vous êtes co-signataire d'une tribune avec Axel Kahn, notamment dans le journal du dimanche, qui appelle à éviter autant que possible les rassemblements privés. C'est une tribune qui fait beaucoup réagir depuis 24 heures. On y viendra dans le débat, évidemment. Et Jean-Daniel Lévy est aussi avec nous à distance. Bienvenue Jean-Daniel, directeur du département politique et opinion chez Harris Interactive. Merci à tous les quatre d'être ici. Depuis le début de la crise, c'est peut-être la première fois que l'exécutif, d'ailleurs on l'a vu dans le sujet de Marion Vigreux, laisse 3 régions prendre des mesures plus strictes. L'État semble, j'ai envie de dire, territorialiser le renforcement des mesures sanitaires. Comment vous interprétez cette stratégie, William Tay? Le gouvernement, vous dites qu'il s'adapte au local ou qu'il se dégage un peu de ses responsabilités aussi? Je dirais les deux. Je dirais les deux. En fait, le problème d'Emmanuel Macron sur cette crise, c'est qu'il a été toujours en retard. Si en mars, on peut lui dire, bon, écoutez, c'était un phénomène nouveau, donc c'est normal d'avoir un peu de latence sur cette prise de décision, on a beaucoup moins de... Comment dire, on lui laisse moins le bénéfice du doute après. Ça veut dire qu'à partir de mai, il a raté le coche. À partir du moment où il a déconfiné, il n'a pas imposé le masque obligatoire, le respect des gestes barrières stricts, alors qu'il a développé une philosophie cet été, il faut vivre avec le virus. Mais pour vivre avec le virus, il faut plus de tests et plus de lits de réanimation. Sinon, on n'est pas capable de le faire. Et puis respecter les gestes barrières. Le respect des gestes barrières, le gouvernement n'est pas entièrement responsable parce qu'il dépend aussi de la bonne volonté des Français et du respect complet. Par contre, sur le nombre de tests et sur le nombre de lits de réanimation, c'est le gouvernement qui est responsable. Et enfin, pour répondre à votre question, oui, ils ont délégué parce qu'en fait, un reconfinement complet, ce serait une déroute pour le gouvernement, et un reconfinement partiel, ce serait un échec. Et comme ils ne souhaitent pas assumer le reconfinement partiel, notamment dans la région PACA, ils laissent aux régions le soin de le faire, notamment en vue des élections régionales qui s'annoncent difficiles pour le parti de la majorité. Et ce sont des décisions difficiles, un masque obligatoire dans 27 communes des Bouches-du-Rhône, rassemblement privé très limité, rassemblement tout court d'ailleurs très limité. Romain Goupil, on peut en tout cas se poser la question d'un exécutif qui a décidé de laisser les décisions difficiles, les décisions qui fâchent au local. Non, pas du tout. De partager la responsabilité, puisque c'est un appel
il n'y a pas du tout eu de négation de quoi que ce soit. Le virus circule, on doit arrêter la circulation du virus et on doit de nouveau circuler pour reprendre une activité normale. C'est complètement contradictoire. Que faire avec ces injonctions contradictoires? C'est pas de Paris, c'est pas le gouvernement. Dieu sait si M. Jean Castex a été celui qui a organisé ce déconfinement, donc il est bien au courant. Ça ne se passe pas effectivement comme souhaité, espéré par tous les baumes, par toutes les familles, par tous les grands-parents et ainsi de suite. Ça ne se passe pas comme ça. L'épidémie continue. À partir de là, on surveille, la consigne est donnée de surveiller là où ça repart pour pas arriver à une catastrophe. Catastrophe pas pour le gouvernement, c'est absurde de penser comme ça. Catastrophe pour les Français qui serait un reconfinement, quel que soit le gouvernement. C'est absurde de penser que les gouvernements tâtonnent, tous les gouvernements. On a assisté à ça avant la crise avec les positions de M. Johnson, avec les différences en Suède, les différences en Danemark, les différences en Allemagne. On assiste encore à un tâtonnement parce qu'on ne sait pas. Et le meilleur exemple, on va avoir une discussion avec le professeur de Lille, c'est le nombre de pétitions contradictoires que vous avez au cours de la semaine, signées par des centaines, des fois des vingtaines, dizaines, centaines, des sommités qui sont absolument en désaccord de personnel, de responsables de la santé. Donc c'est bien facile de dire... ça voudrait dire, à vous entendre, qu'il y aurait une solution et que le gouvernement pourrait l'imposer. C'est exactement comme ça qu'il ne faut pas fonctionner. Alors, et c'est ça qui a fait les erreurs précédentes. C'est de penser qu'il y avait une direction qui savait. On ne sait pas tout et on est dans l'incertitude. Philippe Amouyel, laissez les autorités locales prendre un peu le relais des mesures strictes. Est-ce que pour vous c'est pertinent sur le plan médical ? Oui, parce qu'en fait, le virus ne frappe pas les régions et les départements de la même manière. Là, vous avez fort justement parlé de la Guyane, de l'Occitanie, de Marseille. Ce n'est pas le cas dans toutes les régions. Donc, appliquer quelque chose qui serait une mesure restrictive sur l'ensemble du territoire n'aurait pas de sens. Je pense qu'il faut vraiment l'adapter à la situation. Or, qui mieux que le directeur de l'ARS, les équipes qu'il conseille et le préfet pour prendre à un moment ces décisions les plus adaptées, en sachant même que ces décisions peuvent changer, comme... le disait la personne qui parlait précédemment, on ne connaît pas ce virus, c'est un nouveau virus, on en apprend tous les jours, donc bien malin celui qui peut prédire l'évolution. Ce qu'on peut faire, c'est mettre en place les mesures barrières, faire de la prévention, on sait que ça marche, on l'a vu dans le cadre d'une mesure extrême qui est le confinement généralisé. Maintenant on a calmé ce virus, il est en train de repartir et c'est maintenant qu'il faut mettre en place un certain nombre de mesures barrières et surtout les adapter à chacune des populations. Un thème spécifique qui serait le confinement généralisé n'a plus de sens. Il a un sens potentiellement scientifique, sanitaire, ce que vous voulez, mais sur le plan économique, on ne peut pas se permettre à nouveau ce confinement. Donc, il faut absolument des mesures adaptées à chaque territoire. Mais le risque à laisser prendre les régions, prendre des décisions elles-mêmes, c'est évidemment que d'un territoire à un autre, les règles ne soient pas les mêmes et que cela sème le trouble. Évidemment, je vais me tourner vers vous dans un instant, Jean-Daniel Lévy. Si c'est incohérent, les Français ne le comprendront pas. C'est ce que nous disait ce matin Nicolas Bay du Rassemblement national sur le plateau de Public Sénat. Écoutez. On restreint les libertés individuelles. Sans doute est-ce en partie nécessaire, mais la contrepartie, c'est de dire aux Français voilà, que les décisions soient claires, qu'on n'ait pas, en fonction des territoires, des décisions totalement contradictoires. Voilà. Jean-Daniel Lévy, attention à la cohérence des mesures entre régions. Il en va du niveau d'acceptabilité des Français, selon vous ? Les Français sont souvent assez partagés, ils sont teintés d'égalité et de forme d'uniformité sur l'ensemble du territoire. Et on a vu dans un même élan que la manière dont avait été géré le coronavirus par les élus locaux, et au premier rang desquels les maires, les départements ou les régions, a été assez fortement appréciée de la part de nos compatriotes, avec parfois le sentiment que ceux qui avaient été le plus efficaces, ceux qui avaient le mieux compris les préoccupations de la part des citoyens, ceux qui avaient été capables de pouvoir apporter la meilleure réponse dans le cadre du confinement, c'était en premier lieu les élus locaux, et avec la perception que
vu de Paris, vu de l'extérieur, il n'y avait pas toujours les bonnes mesures, la bonne fluidité, la bonne organisation qui était opérée, et à travers l'aspect le plus emblématique qui a été l'organisation et la distribution des masques ou le rapport aux masques, avec la perception que là encore, c'était avant tout les élus locaux qui avaient été les plus efficaces. Probablement que ça entre d'ailleurs en résonance avec le positionnement de Jean Castex depuis son arrivée au gouvernement. Homme des territoires, personne certes qui a une autorité forte, mais qui dans un même élan propose aux différents acteurs du territoire de pouvoir prendre les bonnes mesures, en tout cas celles qui semblent les plus appropriées à l'égard du territoire. Donc il y a, quel que soit le fond, une forme de cohérence qui est perçue de la part de nos compatriotes entre ce qu'a indiqué Jean Castex depuis sa prise de fonction à Matignon et pour partie l'application qu'il nous propose depuis vendredi dernier. Donc s'appuyer sur les territoires, William Thès, ça a l'air d'être la bonne méthode? Oui, ça fonctionne. Sinon, on a mené une étude comparée sur le système français et le système allemand. Donc globalement, le système allemand est beaucoup plus régionalisé. Donc c'est vers là qu'on se dirige. Et moi, je ne suis pas contre le fait de décentraliser et de déconcentrer la prise de décision, parce qu'effectivement, ce sont les territoires qui ont la meilleure connaissance. Le problème, c'est est-ce que les Français sont prêts à l'accepter? On l'a vu lors du confinement, il y a eu deux problèmes. C'est-à-dire qu'on a la région du sud-ouest qui était globalement pas touchée, et on a appliqué un confinement généralisé, alors qu'on aurait pu appliquer un confinement localisé, notamment en Île-de-France, en PACA, en Grand Est et sur les Hauts-de-France. Ensuite, il y a une deuxième question, c'est est-ce qu'on est capable, le moment venu, est-ce que le gouvernement est capable de pratiquer un confinement sur des classes d'âge spécifiques? Parce qu'actuellement, on le voit, le nombre de cas testés positifs augmente, mais par contre, on a moins d'hospitalisation. Ça devient de la dentelle, là. Si on fait territoire par territoire, âge par âge, catégorie par catégorie, ça devient... Oui, mais les personnes qui sont le plus touchées sont les personnes de plus de 65 ans. Tout le problème originel vient du fait qu'on n'a pas assez de lits de réanimation pour les personnes âgées. Si on avait assez de lits de réanimation notamment, nous on en a à peu près 5000. Olivier Véran a annoncé qu'on en aurait plus dans le trimestre prochain, mais l'Allemagne en a entre 25 000 et 30 000. Si on avait 25 000, 30 000, on pourrait se permettre en fait de vivre avec le virus et si on avait des tests de façon suffisante. Là, comme on n'a pas assez de lits de réanimation, on est obligé d'appliquer ce type de mesures. Et là, ça incombe au gouvernement parce qu'il n'a pas su prévoir le fait qu'on devrait vivre avec le virus jusqu'à ce qu'on trouve un vaccin. La vérité est là. En soi, après, je suis d'accord avec vous. Effectivement, il y a des choses qu'on ne sait pas, mais il y a des choses qu'on savait. On savait que globalement, nous allons vivre avec le virus jusqu'à ce qu'on ait un vaccin. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas mis le paquet sur les tests et sur les lits de réanimation? Essayons d'être dans autre chose que le bilan de ce qui a été fait, mais dans l'analyse de cette nouvelle stratégie qui semble apparaître aujourd'hui. On va poursuivre la discussion avec une autre réaction politique, une autre critique de l'opposition de gauche cette fois, et je vais vous faire réagir, Romain Goupil. Territorialiser les mesures sanitaires, oui, nous dit le sénateur Rémi Féraud, mais avec un plan national. Écoutez, le socialiste était là encore l'invité d'Oriane Mancini ce matin, écoutez. Si ça veut dire qu'on adapte les mesures à la réalité d'une situation locale en lien avec les élus locaux, c'est très bien. Mais cela aussi s'inscrit dans une absence totale de scénarios définis nationalement qui puissent ensuite être adaptés département par département en fonction de la situation sanitaire. Romain Goupil, ça vous parle le mot scénario? Scénario national, est-ce qu'il y en a un? Le scénario national, c'est bizarre que monsieur le sénateur l'oublie, c'est pas reconfiner. C'est ça le scénario. Ne pas opposer l'économie à la santé. La vie, c'est l'économie, c'est le fonctionnement, c'est circuler. Et là, bizarrement, de manière extrêmement compliquée, tout à fait, un paradoxe, tout à fait, des injonctions contradictoires, ne bougez pas et la France doit rebouger si on ne veut pas mourir. Parce que tout le monde sait, tout le monde s'est rendu compte, tout le monde sait que la crise sociale qui s'annonce si on est encore bloqué, paralysé, est absolument terrifiante. Donc du coup, le scénario, c'est de dire qu'il faut absolument qu'on se donne les moyens de pouvoir continuer à circuler et qu'on arrête la circulation du virus. Alors là, c'est extrêmement compliqué, c'est vrai que c'est difficile, et qui mieux que les maires, comme vous le rappeliez, que la maire de Marseille qui est consultée, qui mieux que les autorités sur place en liaison avec le préfet dont c'est le travail, qui a la connaissance, il n'est pas tout seul le préfet, il n'y a que Nicolas Bay qui rêve d'un État autoritaire comme ça qui donnerait des décisions et que toute la population devrait suivre, sinon on les arrête. C'est absurde, c'est appétence pour la liberté, je sais mieux que tout le monde. Moi, là, j'ai vu une interview pendant la feria de Arles, où il y avait énormément de monde.
Ma passion est plus forte que le Covid, disait quelqu'un qui disait je ne mets pas de masque. Ma passion est plus forte, mais c'est vrai pour ceux qui vont voir le Tour de France, c'est vrai pour les supporters de foot. Chacun pense qu'il est plus fort que le Covid. Et là, d'imposer quelque chose, et effectivement, c'est compliqué, sauf si ça passe par l'explication, et justement, pas par quelque chose de centralisé. On en a fait l'expérience, on était obligé, ça a fait baisser le taux de contamination et le taux d'hospitalisation par rapport à notre système, nos capacités de réanimation. Essayons de ne pas se rediriger vers ce scénario qui entraînerait une catastrophe. Or, le confinement, une catastrophe nationale. Le pays qui est souvent pris en modèle pour sa gestion de la crise, et vous l'avez un petit peu évoqué, William Tay, c'est l'Allemagne. C'est aussi ce qu'a fait William Dab, qui est spécialiste en santé publique. Hier, dans le journal du dimanche, il nous dit « La chancelière Merkel a eu l'intelligence de décentraliser. Les choses sont gérées au plus près du terrain. Elle a obtenu un consensus avec les présidents de Länder afin d'élaborer un texte de doctrine commun. Elle a mené des concertations négociées. Quel leadership en France? Il n'y a eu aucune concertation avec les présidents de région, de département. C'est l'État donne des ordres, obéissez. Philippe Amouyel, là aussi, il y a cette idée de texte de doctrine commun. Pour vous, il existe? Alors, il y a un texte de doctrine commun sur comment réagir pour diminuer la transmission du virus. Il y a la Direction générale de la santé publie vers les médecins, vers les populations. Ne serait-ce que les mesures barrières, c'est déjà un premier texte commun. Après, il y a les niveaux de gradation pour la transmission, c'est-à-dire les tailles de regroupement et autres. Donc, il y a tout un arsenal de scénarios et de mesures. Alors, peut-être doivent-ils être mieux expliqués, ça c'est un autre point, qui peuvent être appliqués localement en fonction des conditions spécifiques. Quand vous êtes, je vais prendre un exemple dans ma propre région, au mois de juillet, avec le directeur de l'ARS et le préfet, décision a été prise du port du masque obligatoire dans des lieux clos, non ventilés. En extérieur, des magasins et autres. Pourquoi est-ce que cette décision a été prise? Parce qu'on s'est aperçu que dans les zones où il y avait ces fortes densités, puisqu'on avait une mesure des taux d'incidence régulière faite par l'ARS, on avait une incidence qui était 3 à 4 fois plus élevée que ce qu'on trouvait en périphérie de la ville ou à la campagne. Donc l'idée a été justement d'imposer cette mesure du masque obligatoire dans ces lieux clos non ventilés ou fermés uniquement sur la zone métropolitaine. Donc ça veut dire que finalement, on a une adaptation très précise d'une série de mesures. Quand on prend l'exemple de la tribune du journal du dimanche, c'est juste l'idée réellement de bien montrer aux gens qu'ils sont responsables de tout ça, que c'est grâce à eux qu'on va réussir. Et le dernier champ dans lequel on n'a pas encore pu établir ces stratégies, on a fait quand même des stratégies dans le champ public, on a fait des stratégies dans le champ professionnel dans l'entreprise, c'est la sphère privée. Les gens rentrent chez eux, ils sont rassurés parce qu'ils retrouvent leur foyer. Mais le virus, sous ces niveaux, sphère publique, sphère professionnelle, sphère privée, c'est différentes mesures. Et c'est comme ça qu'on ralentira la diffusion du virus. Alors venons-en à ce point précis, effectivement, qui pourrait d'ailleurs perturber un peu les Français. Vous nous direz ce que vous en pensez, Jean-Daniel Lévy, puisque depuis quelques jours, c'est notre sphère privée qui est au cœur de la réflexion. En Angleterre, tous les rassemblements de plus de 6 personnes ont été interdits, y compris dans les logements, donc à domicile, chez vous. Vendredi et même fin août, d'ailleurs, Jean Castex avait déjà évoqué cette question. Dès le 27 août, le Premier ministre invitait les habitants des zones rouges à éviter, je cite, « autant que possible, les fêtes de famille, à respecter les gestes barrières, y compris dans le cercle familial. Seulement 20% des contaminations s'expliquent par des clusters, avait dit le Premier ministre. L'essentiel de la transmission du virus se fait donc par des contacts du quotidien, notamment dans l'espace privé. Et comme le message a, semble-t-il, encore du mal à passer, l'exécutif a lancé un clip ce week-end. Regardez un extrait. Elle désature. Je la mets à 100% d'oxygène. Ça remonte, ça va aller. On peut tous être touchés, alors on doit tous se protéger. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Jean-Daniel Lévy, on a franchi un palier qui peut perturber les Français. Cette fois, on se mêle un peu de leur vie privée. On est en train de leur dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire chez eux avec leurs proches, leurs amis, leur famille. Bon, on leur avait déjà dit de ne pas trop sortir par le passé et ils ont assez fortement respecté. Quand il y a, je ne vais pas dire une forme de pédagogie, mais en tout cas une forme d'appropriation de la part des Français des enjeux,
ils sont assez nettement prêts à suivre des revendications, enfin en tout cas les propositions de la part du gouvernement et des autorités sanitaires. On a souvent été présenté comme étant un pays latin qui n'aimait pas tellement respecter les règles, qui vivait essentiellement sous le règne de la contrainte, on a pu voir que la période de confinement a été quand même bien, voire très bien respectée par les Françaises et les Français. Et même quand on a fait des comparaisons en termes de déplacement, ne serait-ce qu'avec nos amis allemands, on a pu voir que les Français ont globalement plus respecté le confinement que les Allemands, de leur côté, ne l'ont respecté. Donc il y a forcément des étapes. Oui, c'est une demande nouvelle, même si elle arrive par clip plus que par décision autoritaire de la part du gouvernement. Mais on pense que s'il y a la perception de la part de nos compatriotes des enjeux, des conséquences que peut avoir le fait de ne pas respecter les gestes barrières, des conséquences que cela peut avoir pour eux-mêmes ou pour leurs proches, qu'il y a une capacité très vite d'adaptation de la part des Françaises et des Français. L'enjeu sera forcément un enjeu qui sera un enjeu, 1, de compréhension du risque, 2, de la manière dont on peut percevoir, la manière dont soi-même on peut agir, et puis 3, des conséquences que cela peut avoir, voire éventuellement d'une dimension de temporalité, mais que ne disons pas que les Français ne sont pas prêts à accepter, à faire des sacrifices, que les Français ne sont pas prêts à modifier les habitudes. Ils l'ont fait de manière nette au cours de la période de confinement. Globalement, ils l'ont relativement fait, peut-être un peu moins de la part des jeunes depuis cet été. Et donc que les différentes campagnes d'explication permettront d'avoir, si elles sont bien faites, une évolution des comportements. Oui, professeur Amouyel, c'est peut-être du côté des jeunes qu'on va avoir un sujet, qu'on va avoir du mal à convaincre. Pas stigmatiser. Je pense que, comme le disait M. Lévy, il faut expliquer, il faut responsabiliser. Et en effet, je trouve que le confinement a marché de manière absolument remarquable. Et quand il a fallu avoir des solidarités, des aides de la part de la population, quand on était à l'hôpital dans des conditions relativement difficiles, en particulier dans les Hauts-de-France, tout le monde a marché comme un seul homme. Il y a eu une solidarité que je n'ai jamais connue dans ma vie de médecin ou de professionnel à l'hôpital, qui était absolument étonnante à la fois de tout le personnel de l'hôpital, mais également de tout l'environnement, de toute la ville. Donc je pense que sincèrement, les gens ont conscience qu'il y a un danger majeur qui touche une partie de l'humanité et qu'on peut aider les gens. Donc c'est pour ça qu'on veut réellement responsabiliser et expliquer. C'est-à-dire que là, il y a eu un petit phénomène de licence. Les gens ont énormément suivi les règles et puis pendant l'été, ils sont un petit peu libérés. Je pense qu'on peut réinverser la machine et en particulier vers les jeunes. Je crois qu'il ne faut vraiment pas les stigmatiser. Et ils peuvent comprendre, il n'y a aucun problème, mais il faut leur expliquer. Il ne faut pas leur dire, ben voilà, c'est à cause des jeunes. Non, c'est pas vrai. Ils ont fonctionné comme ils ont envie de fonctionner à cet âge. C'est très bien, c'était les vacances. Maintenant, la rentrée est arrivée. Ils vont comprendre qu'ils aiment leurs proches, ils aiment leurs grands-parents et que c'est là que va se jouer le jeu de la transmission du virus pour les semaines qui viennent. En attendant, là, ce sont les régions, c'est Bordeaux et Marseille qui formulent des interdictions pour la sphère privée à plus de tant de personnes rassemblées chez soi. Comme le disait Jean-Daniel Lévy, le gouvernement s'est chargé d'un clip, d'une forme de communication, de prévention, mais les vraies mesures strictes sont les régions là aussi qui les prennent. Romain Goupil. C'est-à-dire que ce qui est la tentative au niveau du clip et de la communication, si vous reprenez l'intervention du Premier ministre qui dit le virus est là, on n'est pas dans la négation, il existe bien sûr, tout le monde voit les chiffres, mais tout dépend de nous. Et le sens du clip est différent. C'est pas le destin, notre destin, chacun, est entre vos mains, comme c'était dit au début. C'est votre destin est entre nos mains, chacun. C'est pas en attendant une injonction gouvernementale ou des autorités qu'on y arrivera. Pour preuve, ce différentiel incroyable, et là, forcément, ça interroge les professeurs et tous les gens qui s'occupent de médecine. Comment expliquer à contamination égale entre l'Allemagne et la France qu'il y ait 7 fois plus de cas qui se terminent à l'hôpital? C'est-à-dire, comment il y a 7 fois plus de cas en France à la même chiffre. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de comportement en France où on a le sentiment que c'est le gouvernement qui décide, que c'est pas entre nos mains, que nous, on est... On est infantilisé, quoi. Bon. Non,
c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est justement, tout le monde dit, c'est parce qu'ils ont été infantilisés. C'est parce que les gens attendent du gouvernement, ont besoin... Ils attendent quand même du gouvernement un cap clair. Comment Non, mais un cap clair. Le cap clair, le cap clair, il a été donné dans tout... Il a été changé depuis mars. En mars, c'était confinement. Ensuite, en mai, c'était déconfinement. La vie reprend. Il faut absolument faire repartir l'économie. Ensuite, on doit vivre avec le virus. Mais à chaque fois, il n'y a pas eu des moyens associés. Le problème, c'est la dissonance entre la communication du gouvernement et les actes. Donc, vous ne pouvez pas dire globalement, il y a un risque que le virus reprenne. Et par contre, on ne prend aucune mesure restrictive. Il faut lier les paroles avec les actes. Le problème du gouvernement actuellement, encore une fois, je le dis, en mars, on ne peut pas lui reprocher parce que c'était un phénomène qui était nouveau. Mais globalement, depuis mai, ils ont accumulé les erreurs. En mai, on déconfine, mais on ne met pas le masque obligatoire. Et désormais, on doit vivre avec le virus, mais on n'a qu'une seule variable parce qu'on n'a pas assez de tests. En tout cas, les délais entre les tests et la réception n'est pas bonne. Et ensuite, on a passé de réanimation. Le seul moyen du gouvernement, le seul but du gouvernement, c'est d'avoir un cap clair. C'est un cap clair. Et ensuite, donner les moyens aux Français de se protéger. Ils ont fait des erreurs, comme si vous étiez incapable, vous, de dire c'est entre vos mains. Mais c'est entre les mains des Français s'ils ont les bonnes informations. Non, mais les bonnes informations, ils les ont par la capacité que tout le monde a d'écouter, de lire. Comme vous faites avec des avis contradictoires entre différents médias. C'est au gouvernement de choisir. Et on doit s'arrêter. Comme en politique. Merci infiniment à tous d'avoir participé à ce débat. On aura évidemment l'occasion d'y revenir sur Public Sénat. LPL continue. Cette fois, c'est place au match des idées. Confrontation de points de vue ce soir entre deux économistes, Isabelle Tisse-Saint-Jean et Éric Delannoy. On va s'arrêter sur différents sujets, mais le premier d'entre eux ce soir, c'est le Brexit. Vous avez sûrement perdu le fil. Le feuilleton est un petit peu oublié des médias ces derniers mois. Pourtant, on a décidé d'y revenir dans LPL parce qu'il pose un certain nombre de questions majeures pour l'économie du pays, alors qu'on traverse l'une des pires crises de notre histoire récente. Pourrait venir s'ajouter un no deal, c'est-à-dire un divorce sans accord avec le Royaume-Uni. Le bras de fer entre Londres et l'Union européenne se poursuit à grand renfort de communiqués et de coups de pression. Quelles causes, quelles conséquences? On ouvre la discussion avec nos invités. D'abord les explications de Sandra Cerquera. Alors que les tractations pour éviter un no deal au 1er janvier restent dans l'impasse,